bonsoir, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc Bonjour. vous êtes écrivain, fondateur, de l'agence publicitaire La Chose, cofondateur de la maison créative justement et vous avez aussi votre propre maison d'édition, donc Novice. Quel a été votre parcours, avant d'arriver jusqu'ici? Ouh là là, ça va être long. Non, j'ai juste fait des parcours rapides. J'ai fait des études à la faculté, Sciences Éco. J'étais ni littéraire ni matheux, donc en tout cas au départ de ma vie. Et ensuite, je suis allé au CELSA, qui est une école qui a l'avantage d'être publique, donc pas payant. Et donc j'ai passé un concours et j'ai fait une cinquième année au CELSA. Alors à l'époque, ça s'appelait je sais plus comment on appelle ça, le diplôme, mais bon, j'ai eu un diplôme d'école qui m'a permis de rentrer dans la publicité. Alors c'est assez drôle parce qu'en fait, à ce moment-là, j'avais un premier roman que j'avais écrit, euh, qui devait être édité par Le Seuil, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Et à ce moment-là, je suis rentré dans la publicité, et la publicité m'a euh, absorbé, on va dire, et j'ai eu une carrière assez rapide, et je suis devenu, alors comme j'étais plutôt commercial au démarrage, puisque j'avais fait une école un peu d'université, etc. On m'a aimé dans la partie commerciale, parce que dans les agences de pub, il y a une partie commerciale et une partie créative. Mmh. Et puis au bout de quelques mois, je suis passé à la création. Je suis devenu rédacteur. Et puis assez rapidement directeur de création. Et j'ai fondé ma première agence quand j'avais 28 ans. Ça s'appelait Euro RSCG Grégoire Blacher REA Roussel. Donc dans les agences, il y a des noms toujours très longs. On veut tous avoir notre nom sur la Oui. porte. Voilà, donc j'étais très fier à mon âge d'avoir déjà mon nom sur la porte. Et voilà, et après c'est un parcours de publicitaire. J'ai travaillé pendant 30 ans dans la pub. Donc Ah oui. j'ai été président d'une très belle agence qui est l'agence CLM BBDO, Mmh. qui est une agence mythique qui a malheureusement disparu il y a quelques années, qui a été fondée par Philippe Michel, qui est un sociologue, et c'est une des agences les plus brillantes que la France ait eue, et qui a eu son âge d'or dans les années 90 à peu près, avec des campagnes pour Koukaï, des campagnes pour Total, des campagnes pour... Enfin, c'est intéressant de regarder d'ailleurs, Oui. si on aime la publicité, tout le parcours de cette agence. Et puis ensuite, la dernière expérience, effectivement, j'ai fondé la chose en 2003. Oui. Et puis j'en suis parti il y a 4 ans, comme quoi la vie est un grand cycle, pour écrire, puisque j'avais sorti en 2018 un premier roman qui s'appelait Goldman Sachs. Oui. Et j'ai ensuite écrit un deuxième, et ce moment du deuxième, c'est-à-dire on est dans les années 2020, Mmh. un roman qui s'appelle Monsieur le maire, qui Oui. est une sorte de polar dans les Ardennes, etc., avec un jeune maire qui veut changer le monde, mais qui en même temps a un accident ou tue un journaliste, on ne le sait pas, on ne le sait qu'à la fin. Et ce livre devait être adapté au cinéma. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, il faut que je passe du temps, à 100% du temps sur le reste. La pub, j'avais fait le tour quand même, au bout de 30 ans, on fait le Oui. tour. Et donc j'ai décidé de partir et de me lancer dans le cinéma. Sauf que, à ce moment-là, est arrivé le Covid. Ah oui, C'était pas 2020. prévu dans le programme et tout s'est arrêté en fait. Mmh. Tout a été bloqué, etc. Donc à ce moment-là, j'ai réinventé une. Bon, évidemment, le film ne s'est pas fait. Et j'ai continué à écrire pour écrire un troisième roman qui a mis un peu de temps. Du coup, il est sorti février, il y a Oui. 2 mois. Ça s'appelle L'Apogée. Et entre-temps, j'ai décidé de consacrer un peu ma vie à aider les jeunes entrepreneurs, mais plutôt dans les milieux culturels, Oui. industrie créative. Donc, j'avais aidé une jeune fondatrice à monter une maison de porcelaine qui s'appelait Maison Fragile. Ensuite, j'ai investi dans un restaurant qui s'appelle Les Ventrus, un restaurant complètement fou, qui est un restaurant qui se démonte, locavore, etc., qui est génial, qui existe toujours, qui est à la Villette, qui est parti en Camargue et qui est revenu à la Villette. J'ai participé aussi à la création de cette maison d'édition, donc Novice, Oui. avec un jeune éditeur qui a 25 ans. La maison a maintenant plus de 2 ans. J'ai aidé aussi deux jeunes entrepreneuses à fonder une boîte de podcast qui s'appelle Saga Sounds. Et puis on a lancé une filiale qui s'appelle Memora pour faire des récits de vie en fait, audio, plutôt que d'écrire des romans autobiographiques sur son histoire qu'on veut transmettre à ses enfants, la possibilité de le faire par le son, et qui crée un climat un peu différent que l'image en fait. Parfois on voit mieux une personne en entendant que de la voir à la vidéo, qui crée une distance, Oui. bizarrement. Et donc ça, et voilà, toutes ces sociétés, voilà, je suis là pour aider, j'aide, je les aide, je les conseille avec un peu mon expérience.
Ça me permet surtout de rester en contact avec les jeunes. Oui, Et donc voilà, et dès que je peux aider des gens, des jeunes à faire des choses, ce qui est le cas d'interview, je suis plutôt merci. disponible et intéressé pour le faire. Et donc vous nous avez beaucoup parlé d'écriture. Est-ce que vous avez toujours eu cette passion justement pour l'écriture? Passion pour la lecture, Mmh. déjà, qui est une façon en fait, de s'extirper quelquefois de Son sa quotidien? condition ou de son Mmh. quotidien et surtout d'une vie. Moi, je viens des Vosges, au fin fond des Vosges. Mon père était directeur d'école. J'avais pas une vie très ouverte sur le monde extérieur. On peut pas dire qu'Épinal, ça soit J'imagine. à part bon, les Vosges, c'est joli, hein, mais il se passe pas grand-chose. Donc très tôt, j'ai été attiré par partir assez vite de chez moi pour visiter d'autres choses et découvrir d'autres vies. Et la lecture est géniale pour ça, parce qu'avec un livre, vous pouvez découvrir des mondes différents rapidement. Et donc j'ai beaucoup lu. Et effectivement, j'ai eu assez tôt envie d'écrire. Euh, voilà, après j'ai eu ce premier roman qu'un ami m'a renvoyé, d'ailleurs, parce que je l'avais perdu, parce que c'est celui qui n'a pas été édité au Seuil. Oui. Je l'avais donné à un ami qui a déménagé, qui a trouvé dans ses cartons le manuscrit. Bon, je ne peux pas dire que c'était très brillant, mais en tout cas, c'était pas mal, parce que ça a failli quand même être édité. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai complètement fermé ce truc à un moment donné quand je suis rentré dans la pub. Alors, il faut dire que la pub dans les années 80, c'est la folie. Oui. Hein, c'est un métier que tout le monde regarde, c'est un métier qui prend beaucoup de temps. Et puis en plus, j'ai monté des boîtes et tout ça. Donc je pense que je me suis laissé entraîner dans une passion que Oui. j'adorais aussi et qui est pas loin de la création, qui est pas loin de l'écriture. Parce que alors, c'est pas la même forme d'écriture. La publicité, c'est une écriture du raccourci, alors que le roman, évidemment, c'est une écriture dans la longueur. Donc c'est pas du tout les mêmes techniques, mais c'est quand même les mots, c'est quand même les concepts, c'est quand même les univers. Et donc c'est pas très loin. Et puis il y a eu un événement personnel qui a fait qu'il y a quelques années, je me suis dit, mais en gros, en fait, tu es un peu passé à côté de ce que tu voulais faire. Mmh. Et parfois la vie vous rappelle alors, comme ça, en disant, Oui. bah, alors dis-moi, mon gars, c'est sympa, t'es connu dans la pub, t'as une belle carrière, euh, mais au fond, t'as pas fait ce que tu devais faire. Oui. Et donc, en rentrant de cet événement un peu malheureux en train, je me suis dit, qu'est-ce que je peux trouver comme sujet. Et puis je suis tombé sur 3 faits divers en 2008, pendant la crise de 2008, et Oui. j'ai réuni ces 3 faits divers pour créer une famille et faire une fable un peu de cette famille qui part aux États-Unis pour tuer l'ogre Goldman Oui. Sachs. Et voilà, et c'est né comme ça. Et puis je l'ai envoyé au Cherche Midi. Cherche Midi l'a édité. Et je pensais en avoir fini en fait, en me disant bah, au moins j'ai fait un livre, ça y est, il est dans une bibliothèque quelque part, il y a quelques personnes qui l'ont lu, c'est formidable, tout, c'est génial, j'étais tout content, j'ai fait mes signatures en librairie. Enfin, c'est un choc hein, quand vous recevez un livre que Oui. vous avez écrit, imprimé, c'est vraiment un moment absolument incroyable. Et puis non, en fait non, c'était profondément un changement de vie qui s'annonçait quoi. Donc du coup j'ai commencé à écrire très vite le deuxième et ainsi de suite. Et D'accord. continuer et surtout relire parce qu'en fait le problème dans les carrières qu'on a, c'est qu'on est absorbé par les carrières, on passe beaucoup de temps que dans notre métier et en fait on a peu de temps à lire et il faut lire. Il faut lire. Donc j'ai repris beaucoup de lectures. Là, je viens de lire je suis en train de lire, enfin, je viens de finir il y a quelques semaines un roman qui s'appelle Les Naufragés du Vaguer, qui est un roman historique extraordinaire au XVIIe siècle sur un bateau qui, qui va à la recherche d'un trésor et c'est fascinant. Enfin, c'est fascinant. Là aussi, on sort de son monde. Par ailleurs, on part au XVIIe. Oui. En fait, on découvre déjà le monde des fake news parce que les marins qui sont rentrés ont voulu raconter. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des mutineries, etc. Donc, ils ont réinventé des histoires. Et les marins qui sont rentrés, qui ont été les mutins, ont écrit des romans pour raconter des fausses vérités autour de ce bateau. Donc, enfin, c'est fascinant, en fait, de lire. Et ça permet aussi peut-être de voir d'autres écrivains et de savoir comment eux ils travaillent. Alors parfois ça rend très jaloux, parce qu'il y a beaucoup de Forcément. gens absolument talentueux et c'est souvent des génies. Mais en même temps, ça permet aussi voilà, de savoir ce qu'on fait et se dire, bon, bah voilà, tu écris des livres par rapport à toi et de surtout pas s'enflammer quand un livre sort, parce qu'en fait, c'est pas Oui. parce qu'un livre sort qu'il est vendu. Oui, C'est forcément. tout le problème de la littérature, parce qu'il y a plein de livres qui sortent, qu'il y en a peu qui sont vendus. Et là, je m'égare. Mais j'avais une question. Qu'est-ce qui vous séduit ou vous attire le plus dans le processus d'écriture? C'est une abstra- c'est,
véritablement, ce qui est de formidable pour un hyperactif comme moi, c'est qu'en fait, quand j'écris, c'est comme quand je cuisine, en fait. Mhm. C'est-à-dire, il y a deux moments dans la vie où on est complètement, enfin en tout cas moi, concentré et on évacue toutes les choses qui peuvent être positives, mais qui peuvent être aussi négatives, ou des soucis, ou des problèmes, ou quand on voit l'actualité du monde aujourd'hui, franchement, on a envie de se réfugier un peu parfois dans d'autres choses. Et donc, quand on cuisine, ben, on est concentré sur la recette. Et quand on écrit, on est complètement dans l'écriture. Mm. C'est une bulle absolument incroyable. C'est-à-dire que vous passez, parfois je passe 4 heures, j'ai l'impression qu'il s'est passé 10 minutes. Et donc ça, c'est un... Et parfois, on écrit des trucs pas terribles, d'ailleurs, hein. Ça ne veut pas dire qu'on garde ce qu'on a écrit, mais c'est un truc où on se retrouve face à soi, mais même pas, en fait, c'est même pas face à soi, en fait, on est dans un univers qui est le sien, celui qu'on est en train de créer. On est avec les personnages, on est avec un décor, et on est absorbé pour le coup par ça, et c'est une thérapie en fait. C'est un Oui, truc pour se faire du bien, ça soigne. je pense, ça soigne bien. Là, il y a qui disait, quel écrivain disait, c'était Camus qui disait, de toute façon, quelqu'un qui écrit, il y a forcément quelque chose qui cloche. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur un de vos ouvrages, donc Monsieur le Oui, maire, dont vous avez Monsieur le parlé maire, tout à l'heure. absolument. Donc, c'est l'histoire d'un maire, donc Paul Morand, dans une petite ville des Ardennes, au Absolument. parcours à l'apparence irréprochable, et qui se retrouve inculpé de meurtre sur un journaliste. Pourquoi avoir créé ce personnage? Qu'est-ce qui le rend attachant, complexe, singulier? Parce que c'est un personnage assez double aussi. Complètement double, complètement. Bah, en fait, c'est parce qu'en fait, je crois qu'on a tous cette dualité, c'est-à-dire, et on le dit d'ailleurs, parce que rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, et c'est assez vrai pour les êtres humains, c'est-à-dire on est parfois surpris par les êtres humains qu'on pense connaître et qu'on ne connaît pas. Et j'aime bien l'épaisseur d'un personnage qui n'est pas forcément ce qu'il est, mais qui est aussi ce qu'il est, et qui peut aussi être quelqu'un d'autre. Oui, Et cette interrogation qu'on a au fond sur nous-mêmes, sur ce qu'on est, quelles sont nos valeurs, ce qu'on ferait en cas, par exemple, c'est facile aujourd'hui de dire qu'on aurait été résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. oui, Qui le prouve qu'on l'aurait été? Bon, non, mais je veux dire, à un moment donné, la complexité de la vie et des êtres humains, moi je trouve ça hyper intéressant de voir un personnage dans l'apparence et d'essayer d'aller le découvrir, de raconter quelqu'un qui a une double personnalité, mais qui a surtout une personnalité complexe. C'est pas forcément une double personnalité. mm, Et en fait, ça m'intéressait de raconter ce gamin, enfin ce jeune homme de 28 ans qui était élu pour la première fois, qui voulait changer le monde à travers un village, qui a plein d'aspirations et qui se confronte à la réalité, mhm, et qui, confronté à cette réalité, et une histoire personnelle un peu difficile oui, avec sa femme, parce qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant, et ça crée une double mécanique dans le livre, où on le voit dépérir par rapport à son rêve, et aussi ne pas réussir sa vie familiale. Et c'est ça qui crée une tension chez lui. Et mhm, cette tension amène l'accident ou le meurtre. oui, Mais en fait, voilà, maintenant, vous l'avez dit, c'est un meurtre, donc on le oui, saura à la fin. Et il porte en plus ce truc pendant tout le livre. oui. Et c'est ça qui rend sa vie complètement difficile. Et on voit la déchéance de cette personne qui part d'un rêve absolu et qui, en fait, à l'arrivée, est dans une grande déchéance. Donc c'était ça qui m'intéressait, c'était le côté ombre et lumière, le côté et surtout nos idéaux parfois confrontés à la réalité, Oui. et ces espoirs souvent déçus dans la vie de choses qu'on veut faire pour soi ou pour les autres, où on n'arrive pas toujours à être à la hauteur. Je trouvais ça intéressant. Vous avez commencé votre ouvrage Monsieur le maire d'ailleurs par une citation d'Albert Camus. Tout homme Absolument, est un criminel qui s'ignore. Et absolument. ça s'applique très très bien à votre Exactement, personnage. exactement. On ne sait jamais ce qui peut se passer en fait. Et dans une interview chez Ganzer, vous avez déclaré vouloir traiter des sujets sociaux. Quels sujets vous avez souhaité mettre en avant dans vos ouvrages? Ben, les sujets sociaux, parce qu'en fait, c'est marrant parce que le troisième n'est pas sur un sujet social, quoique c'est la vieillesse qui est un sujet en Oui, soi qui est important. J'ai lu tout à l'heure qu'Antoine Decaune vient de lancer un magazine qui s'appelle Vieux, dont la signature du magazine est On finira tous par le lire un jour. Je trouve ça assez drôle. Et en fait, j'aime bien avoir une trame ou avoir un sujet global. mhm, Et je considère que les écrivains, ou les romanciers, on va dire romanciers, mais ont un rôle absolument dans la société d'aujourd'hui, de soit d'éclairer, soit de... Quand vous lisez les pages de Welbeck sur l'agriculture, mm, on comprend la crise agricole en fait. Et c'est souvent le regard d'un écrivain qui n'est pas un regard ni politique, ni historien, ni de spécialiste, mais un regard humain sur ce qui se passe dans la vie avec un détachement qui permet parfois de mieux comprendre certains phénomènes de ce qui se passe dans la vie. Et donc du coup, c'est pour ça que, par exemple, Goldman Sachs,
ce qui m'intéressait, c'était alors moi, comme j'ai fait beaucoup d'économie et tout ça, c'est rébarbatif l'économie. On n'a pas envie de comprendre l'économie. Parce que tout de suite, dès qu'un économiste parle, on ne comprend rien. Donc on ne s'y intéresse pas. Alors que ce sujet est absolument central dans la vie des gens, y compris dans les votes qu'on fait. Dans un programme politique, l'économie, c'est le nerf de la guerre. Donc si on ne comprend pas l'économie, on ne comprend pas le monde dans lequel on vit, et on ne comprend pas le choix qu'on fait parfois en termes de vote. Oui. Donc je me suis dit, je vais prendre un sujet qui est la finance, parce que la finance c'est encore pire. Alors là, c'est complètement opaque. Et même d'ailleurs, il y a une enquête comme quoi 80% des gens qui bossent à Wall Street ne comprennent pas exactement comment fonctionnent les mécanismes de la bourse. À quel point qu'il y a même eu, il y a quelques années, la bourse s'est interrompue pendant plusieurs heures. Personne n'a encore compris comment ça s'est passé. Et donc, quand vous rentrez dans le monde de la finance, vous rentrez dans le monde incroyable de la puissance financière. Et c'est un monde complètement opaque que personne ne comprend. Et je me suis dit, je vais faire un livre avec une fable pour, au fond, essayer de lever le voile là-dessus et de faire comprendre comment fonctionne la bourse, comment fonctionnent les notations des pays. C'est intéressant de regarder ce qui se passe. Comment on est noté, en fait, par qui on est noté. Et de comprendre les phénomènes qui aboutissent à des crises financières qui, finalement, au fond, touchent des millions de gens. Sur la crise de 29, la crise de 2008, la prochaine qui s'annonce, etc. Mais sauf que ça, je pense que le rôle parfois des écrivains, c'est aussi de faire comprendre certaines choses qui ne sont pas faciles à comprendre à travers une histoire. Parce que les histoires, elles permettent de rendre ça plutôt ludique et pas simplement comme un cours ou comme quelqu'un de très doctoral qui va prendre des mots trop compliqués pour expliquer quelque chose. Et sur les phénomènes qui sont... Franchement, moi, j'ai toujours pas tout compris non plus en ayant lu des milliers d'ouvrages sur le sujet. C'est très compliqué. Oui, c'est pas toujours très accessible. Non, c'est pas accessible. Et c'est noir, c'est une boîte noire, en fait. C'est ça qui est plus inquiétant, en fait. Oui. C'est que c'est une énorme boîte noire. En fait, il y a des câbles, par exemple, il y a des câbles qui passent vous savez, sous l'océan, entre les différents pays. D'ailleurs, il y a un des plus gros passages des câbles souterrains, c'est à Marseille, un passage à Marseille. Il faut savoir, par exemple, qu'il y a un câble spécial pour la City, à Londres, où les informations au millième de seconde, certains instituts financiers ou certains banques d'affaires ont des informations juste avant, en fait. Ah oui. Donc, si vous voulez, à la nanoseconde, vous avez des informations que les autres n'ont pas. Donc et après, c'est comme ça que fonctionnent certains traders. Donc, bon, là, je résume beaucoup trop vite le truc, mais il y a des choses très complexes comme ça. Oui, c'est une course à l'information. C'est une course à la vitesse. Oui. J'aimerais vous soumettre un avis sur votre livre que j'ai tiré du site Babelio. Mon Dieu. Je cite. Le maire... Sur Monsieur le maire. Ouais. Le maire, le journaliste et la vérité. Pour son second roman, Pascal Grégoire a choisi de se plonger dans le quotidien d'un maire d'une petite ville qui se retrouve devant une cour d'assises. Un procès qui est aussi un cri d'alarme. L'histoire de Paul Morand, maire d'une petite ville des Ardennes, est à la fois un hommage à tous ces édiles qui se donnent corps et âme pour leur commune et un cri de détresse face à l'immensité de la tâche en comparaison de moyens souvent dérisoires. Qu'en pensez-vous ? Absolument. Alors, on revient presque à la question d'avant, quel était le sujet là. Le sujet là, c'est... En fait, moi, je vis à la fois à Paris, à la fois dans l'Orne, où j'ai une maison où je vais de plus en plus souvent, et donc j'ai découvert cette réalité de village, de la difficulté de la vie dans ces villages, du monde agricole d'ailleurs, des agriculteurs, et surtout du maire du village, en fait. J'ai vu l'importance, c'est pour ça on l'appelle Monsieur le maire, c'est vraiment le maire, et qui a toujours été populaire chez les Français. Monsieur le maire, c'est le personnage politique, le seul qu'on ne déteste pas, en fait. 80%. Les chiffres diminuent régulièrement. Ils sont maintenant à peine à 65%. Et surtout, ils étaient ultra protégés. Il y avait le curé, l'instituteur, le maire. C'est des personnages qui sont publics, traditionnels et qui rassurent, qui sont au contact des gens. Ils sont à portée d'engueulade, comme ils le disent souvent. Oui. Et en fait, on s'est aperçu que ces pauvres maires... D'abord, un maire de village, par exemple, il est payé 700 € par mois. Il faut juste le savoir. Donc c'est quelqu'un qui se dédie aux autres. Donc c'est des personnages incroyables. C'est-à-dire que c'est une vie de fou. C'est-à-dire qu'ils sont responsables pénalement de choses incroyables. C'est-à-dire s'il y a un panneau de foot ou un panneau de basket qui tombe sur la tête d'un lycéen, ils sont pénalement condamnables. Ah oui. Donc ce sont des gens qui se donnent aux autres, qui ne sont pas trop payés pour le faire, qui ont plein d'emmerdes, plein d'ennuis, et que personne n'aide en fait.
Et aujourd'hui, alors moi j'ai écrit ça il y a quand même en 20, 2018, hein, donc c'était il y a 6 2018. ans. Regardez, depuis 6 ans, le nombre de maires dans les maisons ont été brûlées. Oui. Et donc ces maires aujourd'hui sont exposés à la violence contre les hommes politiques. Et ils sont plus protégés par une sorte de bonhomie, une sorte de personnage qu'on aimait tous, etc. Ils sont attaqués frontalement. Et c'est Mm. eux qui sont en contact. Et je trouve que c'est ça que je voulais faire. C'est rentrer dans cette vie-là, parce que beaucoup de gens parlent beaucoup de choses sans véritablement connaître la réalité sur Mhm. le terrain. Et je trouve que cette diagonale du vide, hein, qui part pas loin des Ardennes pour descendre dans le sud-ouest, et qui est cette France périphérique, dont on parle beaucoup maintenant, elle est complètement abandonnée, en fait. Elle Oui. est complètement abandonnée. Et ça donne quoi? Ça donne un monde qui est dans l'ombre, et avec des gens qui sont forcément qui n'en peuvent plus, en fait. Mm. Et cette vie-là, on ne la raconte jamais. C'est ça que je voulais raconter, en fait. Et c'est raconter ceux qui n'ont pas de voix ou qui ne peuvent pas se faire entendre. Absolument, Oui. absolument. Et c'est troublant de voir le décalage entre les médias et la vie réelle aussi. Oui. Et effectivement, il faut comprendre ces gens. C'est pour ça qu'il y a eu plein de problématiques comme sur la voiture ou en disant prenez votre vélo plutôt que de polluer avec vos voitures. Mais si vous vivez à la campagne, vous savez très bien que vous ne pouvez pas prendre votre voiture. Mm. Et on leur dit acheter des voitures électriques, mais ils n'ont pas les moyens d'acheter des voitures électriques. Donc il y a une forme de rupture qui est en train de se passer. Mhm. Et cette rupture, elle est en train d'arriver à son paroxysme en ce moment. Oui. D'où les votes contestataires, et qui sont de plus en plus des votes d'adhésion pour le Rassemblement national. C'est juste aussi parce que on ne s'est pas occupé de ces gens-là. Oui. Mais vous le dites d'ailleurs sur la dernière page de votre roman, votre personnage dit Mon écharpe républicaine aura été ma corde. Ouais. Et cette corde, qu'est-ce que c'est véritablement? C'est l'abandon des élus, C'est un peu c'est son rêve qui éclate. cette écharpe dans laquelle il portait tellement d'espoir, voilà, qui devient en fait ce qui le tue effectivement. Oui. Mais c'est vrai que c'est une descente aux enfers en fait. C'est que c'est tout ce que la République représentait, tout le récit qu'on connaissait, est quand même en train de s'étioler énormément. Mm. Et c'est très problématique, c'est très très grave ce qui se passe. Et donc, les romanciers ou les écrivains sont là pour parfois alerter et pour parfois décrire des choses qui vont se passer plus tard. Et je pense que l'histoire de mon maire, Mhm. si on regarde maintenant 6 ans après, elle est assez juste par rapport à Oui. ce que je voulais faire. Et c'est pas un hasard si on écrit aussi des choses, hein. C'est qu'on est imprégné d'une problématique, d'une actualité, on est imprégné de ça aussi. Et le maire dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'il vous a inspiré pour écrire ce personnage, celui que vous voyez dans votre maison, Claude Lorne? Je pense que oui, c'est un type qui d'ailleurs a abandonné la mairie, parce qu'il trouvait que c'était devenu insupportable. Un boulanger extraordinaire qui a de l'or dans les mains et qui maintenant fait des chocolats. Il a été un des meilleurs chocolatiers en France. Voilà. Et donc, oui, en tout cas, je voyais la vie de mon village et la vie de ce maire. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est un personnage intéressant. Oui. Et après, je me suis aperçu qu'il y a peu de romans où le maire a un rôle principal. Oui, c'est vrai. C'est souvent un personnage secondaire. Personnage secondaire, ouais. Exactement. Puis ça m'intéressait de rentrer dans la vie locale, on rentre dans les trucs, quand les conseils municipaux, les petites guéguerres, Oui. et aussi tout ce qui est financier là aussi, voilà, tout ce qu'on vit, quoi. La corruption, même au niveau local, elle est très importante. Oui, elle existe. Elle existe, bien sûr qu'elle existe. Donc, voilà, c'est ça qui m'intéressait de raconter. Bon, très bien. Moi, je vais passer à la partie publicité maintenant. Donc, vous avez publié en 2022 un ouvrage intitulé En haut de l'affiche, célébrons 100 ans d'affichage en France, avec Tanguy Demange, Exactement. Qui retrace toutes les campagnes publicitaires emblématiques de 1920 jusqu'à 2020. Comment est-ce qu'elle vous est venue, cette idée de consacrer un ouvrage à la publicité? Enfin, aux affiches publicitaires. Pour moi, c'était un moyen de réunir mes passions, donc c'était quand même assez agréable de parler de publicité et d'en faire un bel objet. Là, on parle d'un beau livre, effectivement, qui représente, on voit beaucoup d'images, beaucoup de publicité depuis 100 ans. Et en fait, c'est un afficheur qui s'appelle Claire Chanel, qui a d'ailleurs changé de nom entre-temps, qui s'appelle Cities maintenant, qui voulait fêter ses 100 ans, puisqu'ils avaient racheté Dauphin il y a une centaine d'années, donc ils avaient officiellement une centaine d'années. Et ils m'ont appelé en disant qu'est-ce qu'on pourrait faire, on a peut-être une idée de livre, qu'est-ce que tu en penses? Je dis mais c'est génial,
célébrer la publicité pour vos 100 ans en tant qu'afficheur, de célébrer la créativité et les idées, c'est Oui. fabuleux. Et donc, Tanguy Demange, qui est un grand spécialiste de l'affichage, qui est un journaliste qui travaille à la correspondance de la publicité et des médias, on se connaît depuis des années. J'avais besoin d'avoir un regard de quelqu'un d'autre à côté de moi, Oui. un journaliste. Et puis, moi, je voulais plus avoir un rôle, pas forcément d'ailleurs, c'est Tanguy qui a beaucoup écrit de choses dans le livre. Moi, j'étais plus là pour choisir les campagnes, choisir les interviews, qui interviewer, quels sont les chapitres qu'on devait faire, quels sont les sujets abordés, pas Mm. abordés. Et donc, on a travaillé d'ailleurs à trois, parce qu'il y avait aussi le directeur de création de Claire Chanel, qui s'appelle Tachi, qui lui est directeur artistique, qui a fait toute la direction artistique du livre. Et en fait, on a passé des séances entières à voir des milliers d'affiches sur 100 ans, Oui. à faire notre sélection et à discuter, etc. Donc c'était vraiment un travail hyper intéressant, avec un bel objet et qui permet là aussi, on revient toujours aux mêmes choses un peu, hein, Oui. de divulguer, de transmettre, de montrer aux jeunes générations c'était quoi une affiche dans les années les illustrateurs au départ, parce qu'en fait au départ il n'y avait pas de mots, hein, c'était vraiment des illustrations, et puis ensuite il y a eu l'arrivée des mots, puis les concepts publicitaires, et puis la sophistication de la publicité dans les années 70-80 pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Justement, vous décrivez les affiches publicitaires de 1990 comme une publicité qui passe à l'âge adulte, et la publicité de 2010, vous la décrivez comme une publicité qui est dans le cadre d'un monde qui change. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on regarde sur l'affichage qui était très flamboyant en termes de créativité, Mhm. on est aujourd'hui beaucoup plus contraint par les messages qu'on donne. C'est de plus en plus compliqué de communiquer en publicité, parce que pour un monde qui change, oui, parce qu'aujourd'hui, être publicitaire, bon, on est au bout de la chaîne, hein, c'est-à-dire qu'on tire sur l'ambulance en général, donc tout est de la faute des publicitaires, mais en fait, c'est un peu simple, parce qu'en réalité, c'est que c'est le système qu'il Oui. faut regarder de près, sauf que ce qu'on voit du système, c'est la publicité. Donc effectivement, parler d'une marque, parler de consommation dans un monde dans lequel on vit avec le réchauffement climatique qui non seulement nous guette, mais là aussi est un mur qui est en train d'arriver sans qu'on s'en préoccupe trop malheureusement, forcément ça fait réfléchir. Donc on peut plus aujourd'hui, on a une grande responsabilité en termes de communicants aujourd'hui, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas dire n'importe quoi, Mhm. et on ne peut pas vendre du rêve Oui. quand ce rêve crée des problèmes qu'on a devant nous, Mm. et qu'on a déjà actuellement, c'est pas devant nous, le réchauffement climatique il est présent. Donc il n'y a pas que ça, il y a aussi une société dans laquelle on voit bien que tout change, que les rapports dans le travail, les préoccupations des uns et des autres et des gens sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Donc la publicité, elle s'est toujours adaptée. Elle a Oui. toujours évolué avec son temps. Dans les années 80, c'était le capitalisme à tout craint. Oui. C'était l'apogée, pour le coup, de la surconsommation. Aujourd'hui, la consommation, elle devient plus responsable. On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on boit, on fait attention à ne pas acheter des bouteilles avec des eaux avec du plastique autour. Bon. Donc c'était ça que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui on rentre dans une nouvelle ère où les communicants doivent devenir plus responsables, les marques doivent devenir plus responsables. Et par la communication, on peut justement d'ailleurs faire bouger les choses Oui. et faire venir les gens dans ce nouveau monde, dans cette transition qui s'aborde, qui s'approche. Et c'est ça qui est intéressant. Oui. C'est vrai que la publicité est moins drôle en ce moment qu'avant, Oui. un peu plus responsable, mais c'est logique. C'est logique parce que elle s'interroge comme tout le monde s'interroge en fait. Donc vous avez les mêmes problèmes dans la pub qu'ailleurs. Oui. En fait, l'évolution de la publicité, ça traduit aussi l'évolution de la société en soi, c'est ce que vous dites. Tout le temps. Ouais. La pub n'est qu'une. Alors là, pour le coup, c'est vraiment. Vous regardez l'évolution de la pub, c'est le rôle des femmes, par exemple, le rôle des femmes dans la vie, dans la société, etc. Voilà. Avant, on voyait que des femmes qui faisaient la lessive ou qui faisaient la vaisselle. Maintenant, maintenant les films d'aujourd'hui, c'est que des hommes qui font la vaisselle et la lessive. Bon, c'est mieux comme ça, d'accord. Mais c'est vrai que, par exemple, la diversité, regardez les pubs des années 80, franchement, il n'y a pas de diversité du tout. Oui. Aujourd'hui, voilà, il y a de la diversité, c'est tant mieux. C'est que la pub évolue exactement comme la société. Elle n'est jamais en avance. Elle est parfois un peu, elle aborde des sujets parfois un peu en avance, mais souvent c'est véritablement, bon, c'est un peu impensif de dire ça, mais c'est véritablement un miroir de la société d'aujourd'hui. Mais je le rappelle, vous êtes aussi cofondateur d'une maison créative intitulée justement.
Et sur votre site, il est écrit que vous avez été très touché par la crise du Covid. Complètement. Et qu'est-ce que ça a été comme retombée, cette crise dans votre secteur? En fait, dans mon secteur, là, moi, c'était à l'époque justement où voilà, j'avais quitté la publicité. En fait, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé, des freelances. Oui. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé pour beaucoup de salariés dans les agences, ils ont été protégés par l'État. Mm. Donc tout le monde était payé, en gros. Oui. Les freelances, il n'y avait plus de freelance. Mm. Tout s'est arrêté d'un coup. Donc eux se sont trouvés en difficulté. Et j'ai commencé à regarder le sujet des freelances, etc. Je me suis dit, mais il y a quand même, vous savez qu'il y a 1 million de personnes qui bossent en freelance dans le monde de la communication, tout compris, hein, vidéastes, preneurs de son, créatifs, dans l'événementiel, etc. C'est 1 million de personnes. C'est énorme, oui. Ce million de personnes, ce ne sont que des individus indépendants, mais qui n'ont aucun syndicat. Personne ne les défend. Il n'y a pas de statut. Donc ce sont des gens qui sont à la merci d'un accident de la route, par exemple, et depuis pouvoir travailler, ils n'ont rien. Et donc ça m'a fait réfléchir à ça, et de plus en plus de freelance ne sont pas freelance parce qu'ils le demandent, mais c'est parce qu'on sort d'une école de pub et on ne trouve pas de boulot en agence, donc on se met en freelance. Donc je me suis dit comment aider, bon, toujours le même fil conducteur, comment aider, comment essayer de faire quelque chose. Et j'ai rencontré une associée qui s'appelle Nathalie Corsial, qui elle, a un studio de photos. Oui. Et de son côté, avait des photographes qui l'appelaient en disant c'est la merde totale, c'est-à-dire c'est l'enfer. Et donc on s'était rencontrés quand j'étais encore à la chose, et du coup on s'est beaucoup parlé, on a commencé à se dire mais comment on pourrait faire pour aider. Et c'est là où on a eu cette idée de modèle qui s'appelle justement, ça s'appelle justement parce qu'en fait nous on travaille comme une agence de pub, sauf qu'on n'a que des freelances. Et les freelances, nous, quand on travaille avec eux, on les règle en 48 heures. Ah oui. Donc ils sont réglés tout de suite. 2, on met leur nom sur les campagnes, ils accompagnent le projet jusqu'au bout. 3, on essaye de temps en temps de faire des formations, des choses comme ça, y compris sur les choses administratives. Oui. Parce que les créatifs, souvent, ils ne sont pas très là-dedans. Oui, ils ne savent pas. Et par exemple, une mutuelle, c'est très important. Par exemple, bon, etc. Et donc, voilà, donc on offre aux annonceurs cette capacité d'avoir un collectif de talents qui sont hyper bien traités. Et surtout, le principe fondamental, c'est qu'on redistribue une partie de nos profits avec tous les freelances avec qui on a bossé dans l'année. D'où le nom de Justement. Sur votre site, vous indiquez aussi quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que vous souhaitez créer un modèle d'agence publicitaire qui est plus juste et plus vertueux. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le secteur publicitaire devienne lui aussi plus juste et plus vertueux, comme vous le dites? C'est une bonne question. J'avais écrit ça dans le site. Ok, on va changer. Non, mais vertueux, c'est tout simplement, vous avez vu comme tout le monde le MeToo déjà que le métier a traversé quand même. C'était quand même. Et ça, c'est toujours quelque chose que j'ai dénoncé évidemment. Et si vous voulez, on a un métier qui est soi-disant un métier hyper moderne. Et la réalité, c'est quand vous regardez les gens dans les agences de pub, la diversité, il n'y a pas beaucoup. Oui. C'est très conservateur. Donc je pense qu'il faut que notre métier, il faut qu'on sorte de ça en fait. Il faut donner la chance à tout le monde, il faut être moins dans un truc fermé, il faut plus de diversité, il faut plus de respect des gens, des salariés. Et quand on parle des freelances, pas les payer à 3 mois, par exemple, parce que quand quelqu'un chargé de famille a 2 enfants, etc., qui est freelance et qu'une agence le paye à 3 mois ou à 2 mois, c'est difficile, c'est compliqué de gérer la trésor. Donc je trouve que là aussi, il faut changer les méthodes. C'est-à-dire qu'il faut des... Alors bon, c'est des choses qui sont lentes à se mettre en place, mais cet exemple qu'on a donné avec Justement fait que les freelances, quand ils travaillent avec d'autres boîtes maintenant, disent bah non, avec Justement, on est payé tout de suite, pourquoi avec vous c'est 3 mois? Et du coup, ça crée quand même un début de réflexe. Puis il y a beaucoup de patrons d'agences qui ont compris ça, hein, qui changent aussi et qui changent les choses. Donc c'est tout simplement... cette dimension de solidarité qu'il faut faire rentrer dans le monde des entreprises. Donc, les entreprises sociales et solidaires, par exemple, moi je trouve, montrent un chemin vachement intéressant. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui sont globalement assez irréprochables, mais qui quand même créent du... Si on prend le monde des livres, il y a une association, enfin c'est pas une association, c'est une entreprise sociale et solidaire qui s'appelle Recycle Livre, qui est formidable, qui emploie des gens, donc ça crée de l'emploi, ça crée de l'argent, et qui viennent en fait récupérer les livres que vous voulez plus et les vendre Ils les vendent à des librairies, à des marchands, etc. Mais c'est génial. Et je trouve que cette partie
de l'entrepreneuriat beaucoup plus juste et beaucoup plus social, réconcilie d'abord soi-disant l'afrocapitalisme. Pour l'instant, on n'a rien inventé de mieux pour créer des Oui. emplois et créer des trucs, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a eu des exagérations. Donc ça diminue le côté négatif de cette forme de capitalisme et d'entrepreneuriat. Et ça aussi offre une solution pour tous les gens, et notamment vous, la jeunesse, j'ai des enfants qui ont 25 ans et qui disent mais moi je ne peux pas travailler dans des boîtes comme ça, papa. Je veux bosser dans une boîte qui a du sens. Et ils ont tellement raison. Oui. Et donc c'est aux entreprises de changer, c'est au monde économique de changer. Il faut que ça devienne plus humain, de en se fait. rapprocher de quelque chose de plus humain, plus juste, plus équilibré. Et voilà, moi, par exemple, je trouve que la loi de dire, enfin, d'imposer qu'un patron ne gagne pas plus que 20 fois que le salaire le plus bas de l'entreprise, ça me paraît très bien, ça me paraît extrêmement raisonnable. Comment voulez-vous que les gens comprennent qu'un patron gagne des millions d'euros alors qu'il licencie des gens et que la boîte fait des profits? Ce n'est plus entendable, en fait, c'est plus entendable. Donc, tous ceux qui ne veulent pas comprendre ça, de toute façon, ça va bouger. Oui. Donc autant anticiper, puis autant aller dans le bon sens surtout. Oui, on espère. Et je vais passer désormais à la dernière partie de cet entretien. Quels sont les conseils que vous aimeriez transmettre à notre génération? Conseils à une génération. En fait, c'est toujours la même chose. Ne lâchez pas, quoi. On n'a jamais eu autant besoin de vous. Hein. Ne lâchez pas. J'ai une fille qui est qui est militante du climat, et très 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 militante, qui a fait une garde à vue quand même, des choses comme ça. Oui. C'était il y a quelques années. Non, elle est toujours militante, mais c'est autre chose. Et franchement, moi, je ne comprends. Quand elle m'a parlé de ça il y a une dizaine d'années, peut-être un peu moins, je ne connaissais pas le rapport GIEC par exemple. Je ne l'avais pas lu. Et c'est grâce à elle que j'ai tout compris en fait. Parce que du coup, j'ai regardé pourquoi elle faisait ça, pourquoi elle était jusqu'au boutiste, pourquoi. Moi, bêtement, je pensais on trouverait toujours une solution. Oui. on se cache derrière ça en disant, ils vont bien trouver une solution. Non, il n'y a pas de solution. Donc, il faut vraiment changer les choses. Et donc le conseil que je vous donne, c'est, alors, je ne dis pas qu'il faut être dans la violence et tout ça non plus, hein, mais je pense qu'on a besoin que vous preniez les choses en main, en fait, et le pouvoir, parce que c'est grâce à vos manifs, c'est grâce à votre façon de voir le monde que nous, on ouvre les yeux. Et c'est ça le progrès, en fait. C'est ça et toutes les sociétés se sont bâties sur les jeunes générations. Et moi, j'ai toujours pensé que mes parents étaient des cons, ce qui n'est pas le cas, ou qu'ils n'étaient pas du tout, qu'ils ne comprenaient rien à rien. Et c'est normal que moi, de temps en temps, on me dise, mais tu comprends pas. Parce qu'il faut faire confiance à ceux qui seront demain, ceux qui vont gérer le monde, en fait. Et c'est vous. Donc, on a vraiment besoin que vous alliez au bout de vos idées et que vous imposiez un changement de la société. Voilà, parce qu'il doit arriver. Et il arrive tous les jours. Donc c'est surtout ça en fait. Ne l'abandonnez pas. il faut donner. Et puis surtout, voilà. Et puis comme toutes les générations, avant, je veux dire, nous, on a toujours dit que la musique d'avant était bien que c'est la nôtre. Et moi, je comprends rien à la musique d'aujourd'hui. Et c'est tant mieux. Et voilà, imposez-nous vos trucs, quoi, en fait. Et créez. Soyez entrepreneur. Pas dans le sens entrepreneur. Comment on appelle ça, les startups, pour faire entreprenez dans le sens où il y a plein de choses à faire. Et il faut absolument oser. C'est hyper important. Et c'est le cas d'ailleurs. On voit que ça bouge. Tant mieux. Merci monsieur d'avoir accepté de répondre à mes questions. Merci.